Donc, c'est pas ce texte-là, pardonnez-moi. C'est pas possible. À mesure. À mesure que les idées et les sentiments se succèdent, que l'esprit et le cœur s'exercent, le genre humain continue à s'apprivoiser. Les liaisons s'étendent et les liens se resserrent. On s'accoutuma à s'assembler devant les cabanes ou autour d'un grand arbre. Le chant et la danse, vrais enfants de l'amour et du loisir, devinrent l'amusement, ou plutôt l'occupation des hommes et des femmes oisifs et attroupés. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent, devint le plus considéré, et ce fut là le premier pas vers l'inégalité et vers le vice en même temps. De ces premières préférences naquirent d'un côté la vanité et le mépris, de l'autre la honte et l'envie, et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l'innocence. Voilà toutes les qualités naturelles mises en action, le rang et le sort de chaque homme établi, non seulement sur la quantité de biens et le pouvoir de servir ou de nuire, mais sur l'esprit, la beauté, la force ou l'adresse, sur le mérite ou les talents, et ces qualités étant les seules qui pouvaient attirer de la considération, il fallut bientôt les avoir ou les affecter. Il fallut pour son avantage se montrer autre que ce qu'on était en effet. Être et paraître devinrent deux choses tout à fait différentes, et de cette distinction sortirent le faste, imposant, la ruse trompeuse, et tous les vices qui en sont le cortège. Il faut donc que l'individu cherche sans cesse à intéresser les autres à son sort, et à leur faire trouver en effet ou en apparence leur profit à travailler pour le sien, ce qui le rend fourbe et artificieux avec les uns, impérieux et dur avec les autres, et le met dans la nécessité d'abuser tous ceux dont il a besoin, quand il ne peut s'en faire craindre, et qu'il ne trouve pas son intérêt à les servir utilement. Enfin, l'ambition dévorante, l'ardeur d'élever sa fortune relative, moins par un véritable besoin que pour se mettre au-dessus des autres, inspire à tous les hommes un noir penchant à se nuire mutuellement, une jalousie secrète, d'autant plus dangereuse que, pour faire son coup plus en sûreté, elle prend souvent le masque de la bienveillance. En un mot, concurrence et rivalité d'une part, de l'autre, opposition d'intérêts, et toujours le désir caché de faire son profit aux dépens d'autrui, et tous ces mots, tous ces mots sont le premier effet de la propriété et le cortège inséparable de l'inégalité naissante. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1754. Alors, euh, Mathis, pouvez-vous me rappeler la première question qui est stéréotypée, que vous aurez au bac blanc? C'est sûr. Si. Ça sera toujours la même question, quel que soit le texte. Identifier le problème dont il est question, la thèse de l'auteur ainsi que les étapes argumentatives du raisonnement. Voilà, donc je le redis pour la caméra. Identifier la thèse, le thème du texte, la thèse de l'auteur, le problème dont il est question et les étapes argumentatives du texte. Très bien. Alors ça, j'y avais passé un petit peu de temps. Je vous suggère, je vous propose, sauf si vous voulez qu'on reprenne, mais on peut zapper, je pense. Alors, quelle était la thèse de l'auteur? La thèse de l'auteur, la thèse de Rousseau dans ce texte célèbre consiste à dire que, en société, toutes nos qualités naturelles euh, produisent des effets qui sont antinaturels, contre nature,
et finissent par former nos vices. Autrement dit, des qualités qui sont bonnes en soi dans la nature finissent par le jeu de la vie en société, par se retourner contre notre nature et par devenir des vices. Pourquoi? Donc ça, ce sont les étapes argumentatives. Dans un premier temps, donc le problème, dont il est question, c'est de savoir si la société nous permet de développer nos facultés naturelles, et en cela de nous humaniser en nous rendant plus dignes de nos facultés, ou au contraire, si la vie en société nous pervertit, altère notre nature au point de la rendre méconnaissable. La thèse de Rousseau est donc que la vie en société va altérer notre nature en la pervertissant. Comment? Premier paragraphe, Rousseau montre que la vie en société, en rapprochant les êtres humains, les oblige à se comparer à leurs semblables, et de ce jugement de comparaison, ils vont tirer soit de l'orgueil, soit de la jalousie. Premier point. Deuxième paragraphe, Rousseau montre qu'à partir de ce moment où on prend conscience de soi-même à travers le regard des autres, la seule chose qui va compter pour exister socialement, ce n'est pas être ce que l'on est, mais paraître ce que l'on n'est pas. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Oui, je suis un orateur. Enfin, j'espère que c'est pas aujourd'hui que vous en prenez conscience. Troisième paragraphe, donc. Il faut que je me réveille un petit peu aussi. Troisième paragraphe, Rousseau montre qu'à partir de là, à partir de cet instant où l'apparence compte plus que la réalité, la société va déchaîner un torrent de jalousie, de violence et de malveillance, et que l'inégalité va produire, en fait, à partir de qualités qui étaient naturelles et bonnes, tous les vices de la société. Voilou, ça c'était pour l'introduction. Okay, donc ce que je vous demanderais de faire pour le bac blanc, on est bien d'accord, c'est identifier la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur, c'est ce que l'auteur pense, c'est la conclusion de son raisonnement, c'est donc une phrase entière. Le problème, c'est la question à laquelle le texte répond. Conseil de méthode, pour trouver le problème, utilisez la troisième question. Utilisez souvent, et pour ne pas dire toujours, la question 3 qu'on vous pose. Ensuite, il faudra montrer les étapes argumentatives du texte. Si le texte fait plusieurs paragraphes, il y a de fortes chances qu'il y ait autant de parties que de paragraphes. Okay, et sinon, à vous de voir. Repérer les grands connecteurs logiques, essayer d'identifier des étapes dans le texte. Ces étapes ne sont pas des thèmes. Il ne faudra pas dire des lignes temps à temps, Rousseau parle de ça, puis il parle de ça, et enfin il parle de ça. Il faudra me dire, dans un premier temps, Rousseau montre que, n'importe quel auteur montre que, puis il montre que, enfin il affirme que. Okay, donc, quand vous rédigez le plan, quand vous rédigerez le plan, il faudra que ce soit l'auteur qui soit le sujet des phrases et que ça ne soit pas il parle de ça, puis il parle de ça. Il faudra que ça soit un peu plus précis. Ok. Deuxième question A, s'il vous plaît, Mathis. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Alors, chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Donc, c'est une phrase qu'on va vous demander d'expliquer. C'est l'esprit, en fait, de la deuxième, ou plutôt de la deuxième question, ou plutôt de la deuxième série de questions. On va vous demander d'expliquer certaines parties du texte. Ça n'a pas été... globalement, ça n'a pas été très glorieux, à quelques exceptions près, hein, mon homonyme. Mais globalement, vous avez du mal à développer ces réponses-là. Alors,
Antoine, est-ce que vous pouvez me passer votre copie? Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est ce qu'Antoine... C'est sûr, c'est bon parce que vous m'avez mis un truc rouge là. J'ai mis quoi comme truc rouge? Je sais pas. Ah oui, effectivement. Euh, ouais, alors effectivement, c'est pas ça. C'est là. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est mieux. Ok. Bon, je la garde quand même sous le coude. Donc, que veut dire Rousseau? Pour Rousseau, il existe des différences naturelles entre les individus. Il y a des individus qui sont plus ou moins beaux, il y a des individus qui sont plus ou moins grands, il y a des individus qui sont plus ou moins forts, qui sont plus ou moins courageux, etc. etc. On est d'accord. Nous ne sommes pas tous les clones les uns des autres. Il y a des différences naturelles entre les individus, okay, de force, d'intelligence, etc., etc. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment Rousseau va penser la question de l'inégalité par rapport à ça, et surtout comment il va la penser par rapport à Hobbes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le Léviathan, dans le livre 13 du Léviathan, Hobbes va dire qu'il n'y a pas suffisamment de différence pour permettre à des personnes plus belles, plus fortes, plus intelligentes, plus courageuses, de dominer durablement les autres. Il n'y a pas suffisamment de différence pour fonder une inégalité, dit Hobbes. En tout cas, une inégalité naturelle. Rousseau ne va pas exactement prendre le problème de cette manière-là. Que va-t-il dire? Rousseau va dire que la société, c'est précisément le lieu ou le moment où les différences vont être pensées comme des inégalités. Les différences vont être pensées comme des inégalités. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc pour le moment, je parle, vous noterez après. Cela veut dire que la société postule, en fait, l'idée qu'on devrait être tous identiques, et lorsqu'on va constater une différence entre des individus, on ne va pas vivre la différence pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une simple différence, on va la vivre comme une injustice, comme quelque chose d'inégalitaire. Vous comprenez? Ok. Donc, prenons le marché de la drague. Il y a des différences de taille entre des individus, mais il y a évidemment une inégalité de traitement de la part de la jante féminine entre le type qui mesure 1,60 m et le type qui mesure 1,80 m. Okay. La société est donc le lieu où des différences naturelles vont devenir des inégalités. Okay. C'est-à-dire qu'on va traiter différemment, c'est ça, en fonction de ces différences. Et c'est ça l'inégalité. L'inégalité, au fond, c'est ce scandale qui consiste à traiter de manière différente des gens qui, malgré leurs différences, devraient être traités également, devraient être traités de la même manière. Donc, Rousseau montre dans cette phrase comment de simples différences finissent par engendrer des inégalités. Comment et pourquoi? Parce que ces différences vont être reconnues et valorisées par la société. Valorisées de manière positive ou de manière négative. Et à ce moment-là, la différence devient une inégalité. Alors, que nous dit Rousseau? Donc là, je vais rentrer vraiment dans l'explication, ça serait bien que vous notiez. Donc je vais dicter. Est-ce que vous voulez prendre la correction sur votre copie? Bah, franchement, je le dis à vos camarades, essayez d'aller lire la copie d'Antoine parce que c'est, je vais pas dire que c'est un modèle, hein, parce qu'après il va prendre la grosse tête. Mais
elle est bien écrite, elle est claire, et à part cette petite défaillance dans la question 2A, malheureusement, c'est globalement très bien vu. Et pour l'introduction, le modèle, je dois le dire, c'est la copie de Youssouf. Youssouf a fait une excellente intro. Ok. Dommage que le reste n'ait pas été au même niveau, mais une très très bonne intro dans la copie de Youssouf. Alors, bah voilà, au bout d'un moment, on finit par avoir la copie parfaite en mettant bout à bout les bons morceaux, un peu comme le docteur Frankenstein voulait créer l'homme parfait à partir de... Bon, alors ça marche pas tellement, mais on pourrait avoir la copie parfaite en essayant de coller différents passages de vos copies, Youssouf. Vraiment de manière globale. Voilà. Donc c'est de manière parfaitement, on va dire, égalitaire. Simplement un truc, donc la question de Youssouf pour la caméra, c'était comment sont répartis les points. Ce que je crains au bac blanc, c'est que vous n'arriviez pas à développer suffisamment 2A, 2B et 3, et surtout 3 en fait. 3, voilà, c'est la question de dissertation. Il faudrait vraiment réussir à mieux la développer, à la pousser beaucoup plus loin. Et ça, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à le faire. Ouais. Et ça, c'est normalement, ça devrait faire plus d'une page. Ouais, plus d'une page. Bah, Léna, par exemple, a fait quelque chose de. Léna, c'est bien votre classe. Bah voilà, très très bien quoi. Elle a eu 18, je crois, quelque chose comme ça. Bon, il y avait des trucs qui étaient un peu maladroits, mais c'était globalement, faut réussir à développer un propos construit, réfléchi, et ça demande un minimum d'espace et de temps. Alors, donc je dicte, pour Rousseau, la société va transformer, le rapport que nous avons à nous-mêmes. Pour Rousseau, la société va transformer le rapport que nous avons à nous-mêmes en transformant celui que nous avons aux autres. Aux autres, en transformant celui que nous avons aux autres. Le passage de l'état de nature le passage, Robin, voilà. Le passage de l'état de nature, non plus, à l'état social. Le passage de l'état de nature à l'état social. De l'état de nature à l'état social. Est le moment où notre monde s'agrandit
et rétrécit à la fois. Il s'agrandit parce qu'il s'étend à autrui. Il s'agrandit parce qu'il s'étend à autrui. Et il rétrécit parce que chacun se rapproche des autres. La compagnie... Vous êtes largué? C'est bon? La compagnie de nos semblables. La compagnie de nos semblables. Quelqu'un peut aider? Et se rétrécit car chacun se rapproche des autres. Merci Pedro. Semblable. Donc, vous me dites, Antoine, quand vous y êtes. La compagnie de nos semblables donc en fait leur fréquentation, entraîne naturellement des comparaisons entraîne naturellement des comparaisons. En effet, il existe des différences, entre chaque individu. Mais ces différences ne donnent naissance à des inégalités. Ces différences ne donnent naissance à des inégalités. Ces différences, Pedro et Robin, ces différences ne donnent naissance à des inégalités qu'à partir du moment où elles sont évaluées par la société. Peu importe de savoir qui est le plus beau à l'état de nature, peu importe de savoir qui est le plus beau à l'état de nature, mais cette question devient cruciale
dans la société, dans la vie sociale. Si vous vivez sur une île déserte, peu importe que vous soyez, je ne sais pas moi, Brad Pitt ou Éric Zemmour, que vous soyez beau ou laid, ça n'a aucune importance. On s'en fout. En revanche, alors après, bon, il y a des types objectivement laids qui ont beaucoup de succès auprès des femmes, pour d'autres raisons que la morale réprouve. Non, je pensais à un type comme François Hollande. Euh, donc voilà, il y a des hommes qui plaisent alors que ce ne sont pas véritablement des canons de beauté, mais c'est rare, si vous voulez. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ils doivent avoir quelque chose, je ne sais pas, une belle âme, euh, beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Ou autre chose que je ne nommerai pas, qui plaît beaucoup à certaines vieilles actrices. Voilà. Pas très gentil. Euh, mais globalement, ce que nous dit Rousseau, c'est que toutes les différences, sauf si elles vous handicapent vraiment pour la survie, toutes les différences à l'état de nature sont insignifiantes. Elles sont toutes signifiantes. Elles sont toutes signifiantes à l'état social. C'est-à-dire que c'est un peu le saint. En plus, franchement, ça aurait été absolument génial que Rousseau connaisse Tinder. Ça aurait été incroyable, si vous voulez. Parce que Tinder, c'est précisément la comparaison permanente de tous les critères qui peuvent entrer en ligne de compte pour un rapport de séduction, pour une relation, okay, sexuelle ou sentimentale. Il faut être plus, il faut être mieux, il faut se distinguer des autres. En particulier, messieurs, quand vous êtes 80% des membres inscrits sur un club de rencontre, okay, sur un site de rencontre, et qu'il y a 20% de femmes qui vont pouvoir discriminer, justement, c'est-à-dire choisir en fonction de critères que vous mettez tous en avant. Okay. Donc voilà, la moindre différence compte, et même à partir du moment où on se ressemble tous plus ou moins, elle compte, la moindre différence compte beaucoup plus, en fait, que ce qu'on a tous en commun. Est-ce que c'est clair tout ça? Alors, petite précision que vous pouvez noter, c'est ce que Rousseau nomme l'amour-propre. C'est ce que Rousseau nomme l'amour-propre. Une conscience de soi, qui ne passe que par le regard des autres. Je ne sais pas si vous avez parlé de ce film qui s'appelle Superstar, avec Cadmerade, je ne sais plus comment on dit, Cadmerade. C'est l'histoire de Cadmerade, si vous voulez, qui est Cadmerade, quoi, c'est-à-dire un type qui n'est pas particulièrement beau, pas particulièrement charmant, si vous voulez. On se dit, bah, ce type ne va pas jouer le prochain James Bond. C'est un petit employé de banque ou un petit assureur, je sais pas. Il a son petit costume gris, sa petite cravate grise, son attaché-caisse. Il prend le métro à Paris et d'un seul coup, tout le monde se met à le filmer. Tout le monde se met à le prendre en photo. Tout le monde se met à lui demander ce qu'il pense de je ne sais pas quoi, de la situation en Syrie et du dernier concours de l'Eurovision. Et en fait, c'est un film fantastique, si vous voulez, où un type, du jour au lendemain, va devenir une superstar. Oui, c'est l'histoire du film. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, il ne reconnaît pas sa propre vie. Et il va se rendre compte, au fond, qu'alors qu'il est exactement le même homme, il n'est plus le même homme
à partir du moment où le regard de la société, le regard que la société pose sur lui, a changé. Superstar. Je crois que c'est un film de Xavier Giannoli ou un truc comme ça. Pas sûr. Mais vous pouvez le trouver par des moyens extra-légaux, je pense assez facilement. Superstar. Oui, comme ça, d'un seul coup. Mais à vrai dire, pourquoi Cyril Hanouna est-il devenu célèbre d'un seul coup quand on le regarde de près et même de loin, on peut se poser la question, hein. Pourquoi des types sont-ils devenus d'un seul coup célèbres? Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Mais surtout, une fois que vous avez acquis votre célébrité, euh, qu'est-ce que vous faites de si exceptionnel pour la mériter? Hein. On a quand même fait des émissions de télé-réalité euh, en filmant des débiles, si vous voulez, dans une maison avec piscine et jacuzzi, qui n'avaient véritable, enfin, si vous voulez, on peut se dire que ce n'est pas de ces cerveaux-là que jaillira le prochain vaccin contre le prochain virus mortel, si vous voulez. Donc pourquoi filmer ces gens? Et en fait, la réponse est à partir du moment où les films, ils sont encore plus. Non, mais ils deviennent, enfin, ils finissent par susciter l'intérêt. On est obligé de parler d'eux. Ils existent socialement. Alors que des gens qui sont peut-être plus beaux, plus brillants, plus forts, plus courageux, plus utiles socialement, eux vont être totalement anonymisés par la société. C'est comme ça. Ok. Alors, question numéro 2. Mathis. Merci. La B, Ouais, 2B. être et paraître de voir deux choses tout à fait différentes. Bah voilà. Être et paraître de voir deux choses tout à fait différentes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à partir du moment où on a introduit la distinction entre l'amour de soi et l'amour propre, on a introduit la distinction entre l'être et le paraître. Pour exister en société, il faut paraître. Il ne suffit pas d'être quelque chose, il faut être vu en train d'être quelque chose. Et c'est ça l'apparence. L'apparence, c'est le fait de pouvoir apparaître aux yeux de la société, de pouvoir se donner en spectacle aux yeux de la société. Et pour parodier le titre d'un ouvrage célèbre des années 60, la société, c'est toujours la société du spectacle, la société du spectaculaire. Pour exister socialement, il faut être vu, parce qu'on sera visible. Et donc se mettre en scène, en train de faire des choses, en train d'être quelque chose, etc., etc. Alors, je peux dicter, ça va être relativement rapide. À partir du moment où notre existence sociale ne dépend pas de ce que nous sommes, à partir du moment où notre existence sociale ne dépend pas de ce que nous sommes, mais de qui nous reconnaît, euh, ne dépend pas de ce que nous sommes, mais de qui nous reconnaît, alors il suffit de paraître
ce que nous ne sommes pas. Il suffit de paraître ce que nous ne sommes pas. Pour l'être aux yeux de la société. Il suffit de paraître ce que nous ne sommes pas pour l'être aux yeux de la société. C'est un vice que nous appelons communément l'hypocrisie. C'est un vice que nous appelons communément l'hypocrisie. Alors, cela va même plus loin, ça c'est quelque chose que vous ne pouviez pas voir dans le texte, mais je vous le dis, cela va même plus loin pour Rousseau. Pour l'être aux yeux de la société. Pour l'être aux yeux de la société. Et donc, cela va même plus loin pour Rousseau. Vous me dites, Antoine, quand vous y êtes. C'est bon? Mais cela va même plus loin pour Rousseau. En effet, il n'y a plus de différence dans la vie en société entre l'imaginaire et le réel. Il y a des textes célèbres de Rousseau qui reprennent cette idée. Il y a un texte qui est quand même très très troublant quand on y pense, on verra quand ça vous arrivera. Il dit, quelle est la différence entre être amoureux et imaginer qu'on est amoureux? Comment savoir ce que l'on est véritablement? Comment savoir, comment faire la part entre ce qu'on imagine que l'on est et être ce que l'on est? Au fond, la société a tellement brouillé ses frontières qu'on pourrait raisonnablement penser qu'il n'y a plus aucune différence entre entre notre représentation de nous-mêmes et ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous croyons être. Nous sommes ce que nous imaginons être. Et c'est bien là la tragédie de la société. Il n'y a plus de différence entre le monde imaginaire, le monde du fantasme, et le monde réel. Plus précisément, le monde de l'imagination a pris la place du monde réel. Ça va? Ok. Troisième question, donc, c'est le sujet de dissertation, et ce sujet était: la société nous rend-elle plus humains? Voilà. Merci, vous suivez. Alors, en gros, ce que je veux que vous fassiez, mais alors vraiment de manière développée au bac blanc, ce sera d'articuler de manière dialectique une réponse, c'est-à-dire de faire la part à deux arguments qui s'opposent. Ok? Oui. Toujours celui qu'on défend au dernier. Ben voilà, vous avez compris. Donc, le plus souvent, ça a été relativement bien fait, mais de manière trop schématique, pas assez développée. Vous prenez jamais d'exemple, alors que c'est le moment où il faut en prendre la troisième question. Faire de belles analyses d'exemples. Et au fond, vous pouvez parfaitement défendre l'une ou l'autre idée. C'est-à-dire considérer que, certes, la société peut avoir ce qu'on appelle des externalités négatives, c'est-à-dire des effets pervers, mais au fond, sans elles, nous ne serions pas, nous ne pourrions pas développer nos facultés.
l'idée que Robinson serait capable de se développer seul est un leurre. C'est par l'influence des autres, c'est par autrui que nous devenons ce que nous sommes. Et vous pouvez parfaitement suivre le chemin inverse. C'est le chemin que va suivre Rousseau. Considérer que, certes, la société permet de développer certaines de nos facultés, mais que globalement, on y perd parce que notre nature est pervertie. Voilà. J'y reviendrai peut-être un peu plus sérieusement et de manière un peu plus développée quand d'ailleurs demain. Demain. Mais sinon, je voudrais qu'on passe à autre chose. Voilà, voilou, ça va bientôt sonner. Je vous libère. Ça sonne. Et je vous dis à demain.